Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Cette fois-ci, c'est vrai. On va y arriver. Je vais y arriver surtout. C'est surtout ça. Et ben, on est reparti. Allez. Xavier, merci beaucoup pour ton accueil au sein de tes tout nouveaux locaux. Tu as eu la gentillesse de me faire une présentation très rapide là, quand tu m'as accueilli pour montrer un peu ton savoir-faire et assez époustouflant et ça me pose plein de questions. Et avant qu'on commence et avant que je te pose toute première question, je voulais remercier Yolène qui nous a mis en contact, qui m'a donné ton numéro parce que quand je lui ai, après le podcast qu'on a fait ensemble, elle m'a dit, je lui dis si tu connais du monde qui serait intéressé ou qui aurait un métier atypique, et là elle m'a dit ah oui, telle personne, Xavier, voilà, vas-y. Et donc écoute, alors, bienvenue François, merci. Bienvenue à toi ici, je suis ravi de te voir. Et effectivement, Yolène qui a un métier très particulier, qui a une espèce de double métier très particulier elle aussi, et effectivement on correspond beaucoup, on échange beaucoup, on a des rapports très amicaux et très professionnels dans le sens où régulièrement on s'interroge l'un l'autre sur des techniques, sur des choses parfois qui c'est pas qui nous pose problème, mais voilà, le métier d'art, c'est pas une connaissance unique et moi, c'est une connaissance qu'on partage, c'est une connaissance qu'on échange et puis quand on a des doutes, on a des doutes forcément, on apprend tous les jours, et bien en fait on travaille régulièrement effectivement ensemble. Voilà. D'accord. Parce que en fait d'un point de vue très extérieur que moi je pourrais avoir, parce que comme je l'ai dit sur le podcast avec Yolène, moi je découvre en fait ces métiers-là. On pourrait croire que c'est des métiers très distincts, très différents, pas du tout les mêmes techniques, mais il y a quand même de ce que je comprends, il y a quand même des points communs, des choses qui doivent se recouper. Alors en fait, dans le métier de restaurateur d'éventail, dans le métier d'éventailliste, il y a plus d'une trentaine de métiers. En fait, on fait appel à plus d'une trentaine de métiers, en dorure, en gravure, en ciselure, en peinture, etc. Et dans mon métier, tu vas le découvrir, parce que moi, j'ai tendance à aller voir... en fait, c'est un métier qui est particulier, puisqu'en fait, je n'ai qu'un seul sujet. Le sujet, c'est les armoiries, donc la création et la reproduction d'armoiries, donc je t'en parlais. Mais comme tous les métiers, il y a des métiers, quand ils deviennent répétitifs, ils peuvent finir par devenir lassants. Et quand c'est une passion, c'est encore plus compliqué à gérer cette lassitude qui pourrait arriver. Et donc, en fait, j'ai un naturel un petit peu curieux à regarder ce qui se fait, etc. Et donc j'aime bien voir les techniques des autres, des uns, des autres. Et parfois, ça m'apporte des choses. Donc, j'ai travaillé avec une doreuse et effectivement qui m'a permis d'aller travailler un peu plus sur la dorure, effectivement sur ce que je te présenterai ensuite en modelé, en travaillant en bas-relief, typiquement. Donc il y a des choses que je sais faire, et puis il y a des choses que je fais faire, parce qu'on peut pas être spécialiste de tout. Bien sûr. Néanmoins, on peut avoir déjà des très belles approches qui permettent effectivement, de savoir ce qu'on veut demander, et puis quand c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut faire bien, on le fait soi-même. Mais effectivement, donc le rapport en fait d'artisan d'art, c'est un rapport transversal. C'est un rapport effectivement qui est entremêlé, puisqu'en fait typiquement Yolène, quand elle restaure de la peinture sur des feuilles, elle travaille la peinture. Donc on va travailler la peinture à l'huile, la peinture à l'eau, de la tempéra, des choses comme ça. Elle va travailler la dorure, elle va travailler plein de choses. Donc en fait c'est un certain nombre de domaines que je connais forcément. Donc en fait on a une interactivité qui est vraiment présente. Et alors là on parle de Yolène, mais il y a en fait un artisan d'art ne travaille jamais seul. Contrairement à l'image qu'on pourrait se faire.
Alors souvent, on imagine effectivement quelqu'un dans son atelier, un peu bougon, un peu voilà. Et en fait, oui, ça existe sûrement, hein, Sûrement. mais ça existe sûrement. Non, je sais que ça existe, mais après effectivement aujourd'hui, alors particulièrement aujourd'hui, en fait, on aime bien effectivement travailler avec les autres, parce que on sait très bien que le fait de la communication qu'on a aujourd'hui et le fait de la possibilité de connaître des choses est beaucoup plus large. Et effectivement, il y a des choses, on pouvait s'en contenter peut-être il y a 50 ans, et depuis, on s'en contente, mais alors, plus du tout. Et c'est très bien. C'est au bénéfice des œuvres, c'est au bénéfice des créations, c'est au bénéfice des rapports qu'on a avec nos commanditaires. Et donc, de ce fait, on travaille beaucoup plus ouvertement, effectivement. Voilà. Mais tu as déjà commencé à donner quelques éléments de ce que tu fais, donc on a déjà parlé, c'est tout à fait normal. Mais alors je trouve ça très très intéressant et je pense qu'on y reviendra après dans un second temps. Mais avant qu'on aille plus loin et qu'on perde un peu nos auditeurs, je te propose peut-être de te présenter. Qui es-tu, Xavier ? Alors, je m'appelle Xavier, j'ai encore 53 ans jusqu'à la fin de l'année, donc restons sur ça, c'est très bien. J'ai eu d'autres métiers dans ma vie parce que j'ai fait des études musicales. D'accord. Le conservatoire et des études de dessin. Conjointement en fait. Okay. Et à un moment donné la musique me plaisait, mais je voulais pas finir comme je voulais pas devenir comme les profs de musique que je voyais. Voilà, il y a des choses qui soudain m'ont vraiment embêté. Et je me voyais pas là-dedans. Et pour autant quand on fait des études de dessin, on apprend parfois à dessiner, beaucoup moins maintenant, mais on apprend encore un peu à dessiner. Et la problématique, c'est qu'en fait, quand on sort de l'école, pardon, on ne sait rien faire. C'est-à-dire que on a approché des techniques qu'il faut évidemment conforter, confirmer, on apprend tous les jours. Et en fait, quand on a un sujet, il y a des sujets qui sont plus ou moins faciles et des sujets qui demandent d'autres compétences. Et le sujet qui m'intéressait, moi, je m'intéressais en fait à la symbolique. Okay. Donc, en cours de dessin, on me disait tu vas faire des tableaux d'église. Je dis, non, c'est pas du tout mon envie. J'ai pas envie de ça. Voilà. Donc, l'héraldique, c'est quelque chose qui m'avait déjà un peu happé. Okay. Et sauf qu'en héraldique, il y a d'autres éléments. Le dessin n'est pas suffisant. Le dessin, c'est un élément de représentation. Il y a tout ce qu'il y a dessous, que ce soit en termes historiques, en termes de droit. Que je ne connaissais vraiment pas, ou je voyais de loin, mais il y a tellement à savoir qu'en fait on ne peut pas se lancer comme ça en sortir de l'école. Enfin, on peut essayer, hein, mais les résultats ne seront pas forcément probants. Et donc j'ai fait d'autres métiers. Surtout qu'il n'y a pas d'école d'héraldique, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, il y a un cours d'héraldique à la Sorbonne, mais qui doit représenter quelques heures par mois, donc ça reste quand même assez léger. Donc sur la partie héraldique, en fait, d'une façon générale, la formation, elle se fait en autodidacte. Donc on a des gens qu'on admire et qu'on apprécie, mais qui ne sont pas forcément accessibles. Je pense à Michel Pastoureau, qui est quelqu'un qui a vraiment un pied dans l'héraldique d'une façon très forte depuis très longtemps maintenant, mais qui n'est pas forcément accessible, voilà, qui a eu, grâce à lui effectivement, qui a fait redécouvrir l'héraldique dans les années 80 d'une façon assez forte. Mais il n'y a pas de cours vraiment à proprement parler. Et alors on m'a proposé de faire un cours pour l'université il y a quelques années. J'ai refusé en fait. Parce que le module se faisait sur, je crois, 16 heures en tout, 20 heures, et donc en disant, voilà, ça c'est le module d'héraldique, derrière vous serez héraldiste. Mais j'ai dit, en 20 heures, mais déjà là, en 2 heures, on va aborder des choses, mais en 20 heures, on ne devient pas héraldiste en 20 heures. Donc en fait, quand j'ai vu les données du problème, j'ai dit, non, je veux pas, je peux pas cautionner ce genre de choses. Donc en fait, la formation est très longue, j'allais dire. Donc, de ce fait, j'ai fait d'autres métiers. Donc, je suis parti dans le marketing et la vente, notamment automobile. Je travaille chez General Motors. Et alors, pour être un peu original, parce que
l'originalité, tu vas voir que c'est effectivement quelque chose qui est là. Je suis parti pratiquer ce métier-là à Nouméa. Voilà, pendant 10 ans. Voilà. Ok. Donc, ça pose là. C'était un gros avantage pour la suite et pour maintenant, puisque en fait, avoir la connaissance de la vente, la connaissance de marketing, de l'image, etc. En école d'art, on apprend éventuellement à dessiner, mais on n'apprend pas à gérer, on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas ces choses-là. Moi, je l'ai appris après. Effectivement, donc, chez General Motors. Donc, voilà. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, ce que j'ai fait m'apporte beaucoup de choses aujourd'hui, et j'ai un gain de temps, malgré tout, effectivement, par rapport à ça, qui est non négligeable. D'accord. Je pense que tu vois la question venir, mais pourquoi Nouméa? Alors, en fait, bêtement, parce que d'abord, ma mère habite là-bas depuis 1982. Et en fait, donc, j'ai envie de comme on la voyait une fois par an, c'était un peu compliqué. J'ai envie de la voir plus, et donc je suis parti là-bas. Voilà. Donc j'y suis resté 10 ans et je suis rentré. Je viens de réaliser, en fait, là, à l'instant, qu'en fait, ça fait 20 ans que je suis rentré. Donc, oui, il s'est passé d'autres choses depuis. Mais je suis rentré, et donc j'ai continué à travailler dans l'automobile, parce qu'entre-temps, j'avais déjà 2 enfants, un 3e qui est arrivé. Il fallait quand même les nourrir, leur amener un toit. Et j'avais commencé, alors mon premier site internet, il a été fait en 1998, donc à Nouméa. J'ai eu les premières commandes à Nouméa. Qui partait en fait par la poste direction la France. Donc j'avais des clients entre guillemets assez fous pour se dire il est au bout du monde, c'est pas grave, allons-y. Et d'ailleurs j'ai une peinture qui est ici, qui est revenue pour une modification, et qui est une des premières peintures que j'ai fait à Nouméa. Donc il y a une continuité chez mes clients qui est assez forte. Et donc je suis rentré, j'ai gardé un peu le même métier, mais alors un petit peu chez Chevrolet aussi, mais la version européenne qui m'a moins plu. Je travaille chez Peugeot en service entreprise, parce qu'en fait le B2B, je préfère en fait le lien avec le commerce d'entreprise quand c'est comme ça, plutôt que les particuliers. Et donc j'ai continué à dessiner. J'ai commencé à travailler pour une maison d'édition. Donc là j'ai fait 2300 dessins pour une maison d'édition. Et à un moment donné, il faut dormir. Parce que quand on travaille le jour, on s'occupe des enfants, et qu'on la maison, quand on travaille un bout de la nuit, à un moment donné, il manque un truc. Donc, à Nouméa, j'avais d'autres métiers, mais j'ai un métier notamment de former les gens à faire de la vente. Et il y a une phrase qui m'est restée, qui est que le poids de l'échec est beaucoup plus léger que la frustration de ne pas avoir essayé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si j'essaye pas de faire que ça, je ne saurai jamais. Pour le coup, là, je serai le vieux aigri un jour dans mon atelier. Donc, non. Donc j'ai démissionné et je me suis lancé. Donc, et depuis... Depuis une quinzaine d'années, je ne fais que ça. Voilà, donc finalement, globalement, donc avec des hauts, des bas, c'est comme tout. L'artisanat, c'est ça aussi. Mais donc, voilà. Et donc, depuis, et donc là, on vient d'emménager dans des nouveaux locaux, puisque là où nous étions, c'était une résidence d'artistes et qui va passer sous les bulldozers d'ici quelques semaines. Donc, il fallait trouver un nouveau local, et donc, j'ai la chance de trouver ces locaux qui sont plaisants, qui sont un petit peu... Il faut les trouver, j'aime bien être un peu caché, pour revivre caché. Là, on est bien, on n'est pas sur rue. J'ai eu un atelier sur rue, et c'était très compliqué. Très compliqué, parce que je passais mon temps à expliquer aux gens ce que je faisais. Les gens rentraient comme ça, donc avec plus ou moins de gentillesse, plus ou moins de voilà. Et donc, en fait, je préfère aller au-devant des gens sur des salons de métiers d'art, plutôt que voilà. Donc là, ici... permet on est bien. D'être un peu plus isolé, et surtout de pouvoir te concentrer sur tout, parce que de ce que tu m'as un peu montré, c'est quand même des métiers de précision, de création, donc ils demandent de la concentration assez forte. Oui, souvent mon téléphone est coupé quand je peins, je coupe la sonnerie parce que je peux pas. Je travaille avec une loupe qui grossit une vingtaine de fois. Je suis avec un pinceau qui est souvent retaillé parce que beaucoup trop gros. Tu vois, 6 à 10 en dessous de 0, et souvent c'est un peu gros, donc c'est ce qu'on appelle un 3 poils. C'est un pinceau, il reste presque rien. Et à la loupe, on va aller faire les petits détails. Donc voilà. Et donc là, évidemment, si le téléphone sonne, c'est absolument pas envisageable. Et donc il faut pouvoir être un peu tranquille. Je reviens un peu sur ta période
donc, que je vais appeler plus salariat classique et artisanat. Comment tu... En fait, moi, ce qui me passionne, c'est... Alors, tu nous expliquais un peu pourquoi tu avais évolué, comment tu avais évolué, pourquoi tu avais fait ce changement, mais c'est quand même deux mondes sacrément différents. Comment on passe d'un jour dans une entreprise, je veux dire, classique, où tu arrives le matin, tu as ton bureau, tu as sûrement des mails, des téléphones, machin bidule, et du jour au lendemain, avec des grands guillemets, bien sûr, hein, du jour au lendemain, tu te retrouves à une activité qui... Bon, bah, il faut faire des choses avec ses mains, il faut créer. Alors, j'ai bien compris que tu as toujours gardé ça en fond, hein, toujours, mais quand même, faire un changement comme ça, c'est impactant. Alors, en fait, je vais pas faire ce parallèle-là, enfin, je vais le faire quand même juste pour la plaisanterie, mais quand je suis arrivé, notamment chez Peugeot, au service entreprise, donc je reprenais un gros portefeuille et le monsieur donc je remplaçais partait en retraite. Et ça a été très compliqué parce qu'il n'avait absolument rien préparé. Et en fait, sa femme, que j'ai croisée quelques semaines après, elle était perdue parce qu'en fait, elle quittait. Avant, elle avait un bonhomme qui se mettait en costume, cravate, chemise, tout ça, gilet, etc. Tous les matins, qui partait fièrement dans sa 607, voilà, et puis on y va en bosse, et puis voilà, à fond. Et soudain, un gars qui a retrouvé, pas en jogging et en chaussons dans le canapé, mais pas loin. Ouais. Et soudain, ça a été un choc, parce que voilà, il s'était pas du tout préparé. Et en fait, c'est vrai que le choc, il peut être un peu comme ça, parce qu'effectivement, moi, j'allais travailler en costume, cravate. Et comme je m'occupais d'entreprise, c'était pas la chemise un peu informe et la veste avec la cravate, avec la tache, on sait qu'est-ce qu'on a mangé le midi. Oui. Moi j'étais plutôt effectivement en 3 pièces, c'est-à-dire avec un gilet, des chaussures vernies. Je rencontrais des gens qui ont traité 20, 30, 40 camions. Donc on est sur de la discussion un petit peu poussée. Et effectivement, et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé, j'allais dire, avec un jean, une paire de Converse, et puis un polo, et puis bon, bah on y va. Et effectivement, d'abord, les enfants, ça les a un peu surpris, parce que c'était la tenue du week-end, mais là, la tenue du week-end, elle était là même la semaine. Donc, il y a quelque chose qui était bizarre. Et puis, je ne roulais plus avec des voitures neuves toutes les semaines différentes. Voilà, soudain, j'ai acheté un tank qui va durer un certain temps. Et voilà, donc effectivement, comment on passe de ça à ça en fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on est un peu... quand on travaille, quand on se sent différent, quand on finit par se sentir un peu différent de là où on est, même si j'intégrais sans problème l'équipe, c'était pas un souci, mais à un moment donné, ces gens m'agaçaient. Enfin, on est là pour faire du business, quitte à faire des choses pas claires, pas nettes, pas propres, j'allais dire. Et moi, ça me va pas. Sur le fond, ça me va pas. Donc le métier de vendeur automobile, c'est un métier... que j'ai aimé le faire de la façon dont j'ai pu le faire, notamment à Nouméa, parce qu'en fait, je ne faisais pas que ça. En fait, quand j'étais à Nouméa, je m'occupais du service pièces détachées, je m'occupais pareil du marketing, et donc en fait, j'ai fait d'autres choses. C'est que je voyais des gens, je leur signais un bon de commande sur une voiture que je leur vendais, mais je faisais tellement d'autres choses à côté. Donc en fait, j'ai toujours été habitué à faire 1000 choses dans une entreprise, et c'est pour ça qu'en fait, finalement, le glas a commencé à sonner, c'est quand je suis rentré chez Peugeot, où c'était extrêmement cadré et que chacun avait une tâche bien définie et il fallait surtout pas déborder de la tâche. Et c'était amusant 2 minutes, mais à un moment donné, ça a fini de m'achever et me dire il faut vraiment changer de vie. Ça, c'était pas moi en fait. Donc c'était une forme de moi, mais incomplète. Donc à un moment donné, j'avais l'autre morceau qui me complétait effectivement, mais je me suis dit si je tente pas de n'être que moi de l'autre façon, je ne saurais jamais comment je suis. Et en fait, donc voilà, j'ai quitté une peau pour laisser l'autre peau prendre plus de place et avec bonheur. C'est très intéressant comment tu nous le racontes, parce que c'est quelque chose qui, on le voit souvent en plus aujourd'hui avec les images qu'on donne des startups, des entreprises, de l'entrepreneuriat qui est tellement valorisant. Alors moi j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai créé ma boîte, donc je sais aussi ce que c'est. Et surtout, alors il y a une très bonne chose, c'est une très bonne chose en partie, mais il y a peut-être un peu trop de glorification sur certaines choses. Et en fait, des fois on se dit, quand on est salarié ou autre chose comme ça, j'aimerais bien faire autre chose, où on se trouve pas complet, parce qu'on a une passion, autre chose comme ça, un peu comme dans la situation où tu étais. Et souvent, même s'il y a cette glorification de start-up, de choses comme ça, aujourd'hui encore, il y a un fort étau sur le fait de dire, t'es bien dans une boîte,
t'es bien payé, reste dans la boîte et fais ta passion sur le côté. Alors que toi, tu as vraiment pris le parti d'aller dans la passion. Et je trouve que c'est ça qui est vachement important et qui fait vivre, en fait. Oui, mais c'est très, très compliqué. Alors, en fait, autant trouver un sujet... j'allais dire, en fait, le problème, c'est d'avoir une passion et d'avoir la prétention d'oser en vivre. Parce qu'en fait, une passion, par essence, il y a la pureté qui arrive. Puisqu'en fait, on va aller chercher le bout du bout. S'il faut refaire complètement, on refait complètement. S'il faut reprendre à zéro, on reprend à zéro. Parce qu'on n'imagine pas que quelque chose puisse sortir de l'atelier qui ne correspond pas à degré d'exigence qu'on a. Sauf que ça, dans une entreprise, ça n'existe pas. Puisqu'en fait, il y a des choses qui sont des nombres d'heures à passer. Ok, on a facturé combien, etc. Donc la problématique de travailler de sa passion, c'est de réussir à combiner l'exigence de l'entreprise et notre propre exigence en tant que passionné. D'où le fait, et ça tu vas comprendre parfaitement, tu vas voir pourquoi j'arrive là. Mon métier au départ, ma formation en fait, c'est donc de la peinture et de la gravure. Mais de la gravure en ce qu'on appelle en taille 12, donc sur une plaque de cuivre, voilà. Okay. Je ne fais pas de volume au départ. J'ai pas appris ça. Et puis c'est vraiment une école spécifique qui prend du temps. Enfin, et en fait, j'avais un ami qui travaillait, qui faisait de la peinture comme ça, mais qui ne faisait que de la peinture. Et un jour, il en a eu assez, il a tout envoyé balader. Okay. Il n'était pas en retraite, loin de l'âge de la retraite, il a tout envoyé balader. Et il a tenté d'autres choses, un autre sujet. Il était dans de l'héraldique aussi. Il a tenté d'autres sujets dans lesquels personne ne l'attendait, et puis il y avait déjà plein de gens dans le sujet, parce que l'héraldique c'est une niche. Et là, il a choisi, pas une niche, il a choisi un stade de foot. Donc il a choisi quelque chose de vraiment très très large. Okay. Et il s'est planté. Et il est revenu à ce qu'il faisait. Mais avec cette complexité, effectivement, c'est qu'en fait, à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas se lasser ? La problématique et se lasser d'une passion, c'est extrêmement compliqué. Parce que soudain, ça peut être ça peut être la chute, la dégringolade, mais on ne sait pas comment s'arrêter. Et on ne s'arrête pas. Et on tombe. Donc la problématique de la passion, c'est pas de l'exercer de la façon dont on a à le faire, c'est éventuellement de trouver d'autres façons, d'autres techniques. D'où l'utilité et pas que cette partie-là, c'est pas que utile, il y a le plaisir d'avoir des contacts avec d'autres gens, mais d'où l'importance, en fait, surtout de ne pas être isolé dans un coin et d'être, parce qu'on peut très vite être, moi je suis ici, dans cette pièce-là, je suis le roi, c'est mon royaume, donc en fait, mais sauf qu'en fait, si je passe la porte, hop, soudain, tout s'écroule. Donc évidemment qu'on est donc il faut être ouvert avec tout ce qui se passe autour. Et moi, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher d'autres techniques. D'abord parce que peindre avec une loupe, c'est extrêmement fatigant. Et que quand on a passé 2 heures avec la loupe à faire des détails dans tous les sens, à un moment donné, il faut relever la tête, parce que on a les yeux qui se croisent et ça devient fatigant. Donc il faut faire autre chose. Sauf que je ne peux pas juste après me dire, je vais me tourner un peu les pouces, on va aller faire un tour à la plage, c'est à 11 minutes d'ici, donc toi, c'est facile, ce serait pas comme ça. Mais ça, sur un projet d'entreprise, ça ne marche pas. Donc j'ai développé d'autres techniques qui me permettent, tout en restant dans ma passion qui est l'héraldique, et qui me permettent de l'exercer sur d'autres choses, et qui me permettent de lever la tête d'une peinture pour aller faire du modelé, pour aller faire de la sculpture, pour aller faire différentes choses, et vice-versa, de façon à aussi apporter, d'abord, ça apporte une diversité d'expression, et en plus, ça me permet de ne pas me focaliser toujours sur la peinture, et soudain me dire un jour, mais j'en peux plus. Et c'est là, tu vois, encore quelque chose que je commence à déconstruire, qui est un peu ce que tu... Je vais plutôt donner ma vision de ce que j'en voyais. En fait, je voyais vraiment les métiers d'art comme quelque chose où il y a un savoir-faire, c'est très précis, on fait comme ça. Alors que, oui, mais de ce que j'apprends, c'est que, en fait, par exemple, tu me montrais, et Yolène le faisait la même chose, elle me montrait en fait des choses avec des technologies actuelles où, en fait, tu pousses l'artisanat à un tel niveau et tu fais des innovations dans l'artisanat
assez folle, tout en respectant, et tu me parlais juste avant, d'une technique ancestrale ça se faisait au Moyen-Âge avec pour la peinture et l'œuf. Et en fait, il y a ce grand écart entre les technologies, l'innovation, la technologie et ce qui se faisait avant, qui est assez fabuleux en fait. Moi, je trouve que c'est. Enfin, je découvre ça et je suis assez estomaqué, même surpris et plaisamment surpris bien sûr par ça. Et c'est ce que tu dis, c'est que toi t'aimes aller chercher d'autres techniques et ça t'enrichit et ça te permet de faire autre chose en fait. Alors en fait, moi je suis rentré en école de dessin, je devais avoir 13 ou 13 ans, 12 ou 13 ans. Je prenais des cours le mercredi, donc ça peut être c'était le judo, voilà, moi je faisais de la musique et je prenais des cours de dessin donc depuis l'âge de 12-13 ans où vraiment voilà, je suis d'une famille qui est issue de peintres, graveurs, voilà. Donc on est voilà, on a quand même il y a des entre guillemets des accointances et une culture, mais n'empêche que le travail de la main, on peut avoir des facilités, s'il n'y a pas de travail de la main, il n'y aura rien qui sortira. Et en fait, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, du haut de mes en fait 40 ans plus tard, on pourrait se dire que voilà, je sais. Mais régulièrement, on a des gens qui organisent à Caen des séances de modèles vivants. Modèles vivants, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Parce que le corps, c'est ce qui est le plus difficile à dessiner, les mains, le visage, etc. Et il y a 5 ans à peu près, en fait, mes personnages que je dessinais me convenaient pas, me plaisaient pas, il manquait des choses, il manquait de la vie. Ça manquait de vie à mon sens, et puis je les trouvais pas harmonieux, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout en ne sachant pas identifier la raison. Et je retombe, parce que je lis quand même pas mal, et je retombe sur un livre qui parle de David, donc le peintre. Et en fait, je tombe sur des illustrations où il fait notamment le sacre de l'empereur. Le sacre de l'empereur, les premières esquisses, en fait, tous ces personnages sont nus. Donc l'empereur, le pape, voilà, ils sont tous dans le plus simple appareil, très bien dessinés, etc. Et on voit ensuite qu'il les habille. Et je me suis dit, mais c'est évident qu'en fait, le problème, c'est que si on ne connaît pas bien le corps humain, qu'on ne sait pas le dessiner, le personnage, en fait, le pli de la toge, ou le pli etc., s'il part à un endroit où techniquement, il ne peut pas partir de là, c'est raté. Et en fait, on ne peut pas identifier directement pourquoi ça ne va pas, mais ça ne va pas. Donc en fait, je me suis dit, alors sans me prendre pour David évidemment, c'était vraiment mais c'est un déclic. Et donc en fait, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'au château de Caen, ils faisaient des séances de modèles vivants régulièrement. Donc je me suis inscrit une fois et puis waouh, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Et ça fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est difficile. Et là, c'est que des techniques sèches, puisqu'en fait, on est dans un musée. Donc, pas de technique grasse ni mouillée, donc c'est du crayon. D'accord. Voilà, une séance de 2 minutes. Il faut qu'en 2 minutes, réussir à croquer la position, les angles, etc. Et puis après, il y a des pauses plus longues, 20 minutes. Et en fait, je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'en fait, si on n'apprend plus, quand on pense qu'on est arrivé un peu à notre but, pas à l'ultime, enfin qu'on sait, c'est qu'on est déjà sur la pente descendante. Donc en fait, toute notre vie, on apprend, et plus on avance, plus on voit tout ce qu'on ne sait pas, et ce qu'il nous reste à apprendre. Et en fait, plus on avance, plus on voit l'immensité de ce qu'on a encore à apprendre. Donc en fait, je continue donc régulièrement à refaire du modèle vivant, parce que c'est ce qui est le plus difficile. Et qu'en fait, ça exerce bien la main. Alors, effectivement, pour dessiner des étoiles, des chevrons et on va dire... et en fait, depuis... j'ai des amis qui m'ont dit, mais depuis 5 ans, ça a vraiment changé. Les étoiles n'ont pas beaucoup changé sur le fond, mais je les modèle différemment. Et même sur des éléments plus simples, en fait, on voit qu'il y a un changement dans la façon de dessiner. Et donc, en fait, ceci me conforte dans le fait de vraiment d'y aller. Et en fait, on est en constant... Enfin, on se renouvelle tout le temps. Parce on continue d'apprendre tous les jours. Donc, en fait, il y a et c'est soit c'est culturel, parce qu'on l'a depuis le départ, soit il y a un moment donné, on tilte sur un élément et on se dit, mais ça marche pas. Je peux pas continuer comme ça. Donc, il faut aller vers... Et aussi bien
ce qu'on disait, hein, c'est aussi bien sur je veux dire, la capacité à dessiner que sur la technique. Alors oui, en fait, on parlait de technique. Moi, c'est vrai que j'ai les peintures, je les fais à donc, ce qu'on appelle la tempéra à l'œuf. Donc c'est à tempéra, donc c'est des pigments mélangés avec de l'œuf. Donc moi, je prends du jaune parce que le jaune, ça fait une peinture qui est mate. Et le jaune d'œuf ne colore pas le pigment. Donc si je mets du pigment bleu avec du jaune d'œuf, ça fera du bleu, ça fera pas du vert. C'est marrant. Voilà, c'est très... on peut utiliser le blanc d'œuf, mais il a un côté satiné que j'aime moins. Donc en fait, j'utilise ces techniques qui sont ancestrales, qu'on connaît depuis effectivement le Moyen-Âge. On sait que les peintures sont d'une... Et l'avantage, c'est qu'en fait, l'œuf permet de figer la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, je te montrerai, mais quand on fait une peinture, moi j'aime bien le côté très lisse, pas de structure, pas d'épaisseur, etc. Donc en fait, je fais des peintures qui sont, au départ, c'est comme un jus, en fait. Et en fait, j'amène le pigment au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un aplat complet impeccable, je fais souvent 6 couches. Alors, la gouache, ça marche pas de la gouache. De l'aquarelle, ça marche pas. Bon, l'aquarelle, de toute façon, en plus, le problème, c'est qu'un petit coup de soleil, et puis dans 3 ans, le rouge, il est rose et ça marche pas. Donc, moi, j'ai 2 maîtres mots, c'est pérennité et transmission. Alors, dans pérennité et transmission, on va comprendre effectivement les techniques anciennes, mais on va comprendre aussi des techniques nouvelles, parce que il y a des choses qu'on sait faire à la main. Un jour, j'ai voulu faire un écu en bois. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que si je voulais le faire, il fallait que je casse un PEL ou j'arrête un codévi. En gros, je plaisante, mais pas tant que ça. C'était vraiment très joliment fait. C'était un sculpteur qui est en Belgique et qui travaille d'une façon extraordinaire. Mais sur un bas-relief, alors sur du haut-relief, la question ne se pose pas, mais sur un bas-relief, ça m'embêtait un peu. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ça, je sais que je ne pourrais pas faire. Je pourrais pas le faire. Alors peut-être pour un client, mais surtout, j'ai un client qui m'a demandé d'en faire 12 pour des boiseries qu'il avait à refaire. Et quand on a fait le devis, il m'a dit, bon, non, là, lui-même s'il a des moyens, il m'a dit, non, je vends pas un bout de terrain pour aller faire juste mes 12 macarons. Donc, je lui dis, laissez-moi un peu de temps, j'ai une autre idée. C'est pas pressé. De toute façon, les boiseries ont été effacées il y a 200 ans. Donc, si vous me laissez quelques mois pour tester des choses. Et en fait, donc, j'ai commencé à travailler, à faire de la modélisation 3D. D'abord parce que, mon aîné avait une imprimante 3D que je passais devant tous les jours. Et que moi, voir un outil, ne pas savoir m'en servir, et savoir qu'on peut faire des trucs assez chouettes avec, ça m'agace. Donc quand ça m'agace à un moment donné. Mais je m'étais dit que j'étais trop vieux pour apprendre pour ces bêtises-là, on va dire. Mais à un moment donné, le dessin, quand même, même si on apprend tous les jours, il y a quand même des choses que je savais faire quand même. Et donc, en fait, donc j'ai commencé à regarder. Au début, ça ne marchait pas très bien, et puis en fait, ça commence à rentrer mieux. Et donc, je me suis mis à apprendre à faire la modélisation 3D, ce qui me permettait de sortir de ma peinture très précise, et donc de temps en temps de passer sur un écran en grand format. Et puis on a grandi, donc en fait, on fait des détails, mais sur un écran, les gens ne voient pas là, mais j'ai un écran assez grand sur mon bureau, et qui permet d'aller faire du détail. Et en fait, donc moi l'idée c'était pas d'imprimer en plastique, c'était d'aller donc j'envoyais ce fichier à un ami qui est fraiseur de métier, avec qui on a construit une machine qui a permis de faire donc les bas-reliefs tels que tu les vois là. Voilà. Et donc en fait moi l'idée c'était de rendre accessible. En fait le but moi c'est que les choses soient accessibles en fait. C'est-à-dire qu'en fait ça peut être beau sans que ça soit non plus forcément extrêmement coûteux. Il y a des choses qui n'ont pas le choix d'être coûteuses que d'être coûteuses parce qu'il y a des matériaux. Quand on prend de l'or, quand on prend certains matériaux, on n'a pas trop le choix là. Il y a des contraintes qui sont là, mais il y a des choses sur lesquelles on peut quand même Et donc en fait, j'ai fini par faire ça, et en fait maintenant donc cette technologie effectivement qui est le grand écart de l'atelier, puisque c'est une fraiseuse notamment donc pilotée. Alors de ce fait, j'ai appris un autre métier, j'ai appris le métier de fraiseur parce que en fait ça marche pas tout seul. C'est pas on appuie sur un bouton, ça marche. Il y a beaucoup de réglages à prendre, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et que ça soit quand on va sur du métal ou sur du bois, ce ne sont pas les mêmes réglages, ce ne sont rien à voir, puisqu'en fait le bois a des fibres, donc on va pas fraiser de la même façon dans du bois que dans du laiton par exemple.
quand je fais un seau, quand je fais des boutons de manchette, le métal, lui, je vais dans n'importe quel sens, voilà, ça fonctionne bien. Le bois, je vais te montrer, ça marche pas du tout de la même façon. Ouais. Et selon les bois, en plus, selon les essences de bois, ça ne fonctionne pas non plus de la même façon. Donc on apprend, et c'est quelque chose. Donc de ce fait, pour le bois, j'ai un copain qui est restaurateur en mobilier boule, qui est donc ébéniste, et voilà, qui j'expose dans des salons de métiers d'art à ses côtés, voilà, on est l'un à côté de l'autre. On s'apporte des choses parce que soudain, voilà, moi les boutons je t'ai montré des boutons de porte, des boutons de pas de porte mais de meubles. Oui. Quand il a vu ça, il me dit mais oui, mais là attends, faut qu'on s'en parle parce que j'ai des clients à qui manque ce genre de choses. Donc lui il fait leur restauration, donc je lui dis oui, voilà. Donc la transversalité, elle est aussi dans le fait de voir ce qui va manquer chez les uns et les autres. Il y a une culture héraldique qui est là et que je vais aller jouer vers du mobilier, vers le décor de la maison, vers le seau pour faire des empreintes de scie, effectivement pour cacheter. Donc en fait, on a limite entre guillemets avec l'imagination, mais à partir du moment où je connais la machine et qu'elle peut me permettre de faire différentes techniques, là on est en plein 21e siècle, il n'y a pas d'autre mot, sachant que c'est des machines qui fonctionnaient, alors ça c'est piloté par informatique, ça existait avant, il y a ce qu'on appelle le système de pantographe, les graveurs parfois utilisent des pantographes, donc en fait c'est le même système, et sauf qu'en fait on est beaucoup plus mécanique et moins informatique, mais ça existe depuis le 19e. Donc en fait on n'a rien inventé. On a juste effectivement, en fait le but de la technologie c'est de l'utiliser, de l'appréhender pour l'utiliser, pour faire ce qui nous intéresse de faire. Et là pour le coup on revient complètement, un écu en bois, c'est complètement 18e, c'est complètement 17e, c'est complètement... Enfin, au 19e, on en a fait des tonnes parce qu'on a restitué ce que la Révolution avait effacé. Donc, on a fait beaucoup d'héraldique au 19e siècle. Et donc, en fait, je reviens complètement sur quelque chose de très ancien, mais en utilisant une technique résolument moderne. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu nous présentes, dans ce que tu présentes et sur ce que tu vas pu montrer aussi, c'est que... le côté héraldique, on aurait pu se dire c'est effectivement un élément sur pas une toiture, mais sur une façade, une architecture, des choses comme ça. C'est quelque chose pour un seau, un papier, voilà. Mais en fait, là, tu me parlais, tu me montrais pour les meubles, tu me parlais pour des boutons de manchette, tu me parlais de choses. Et en fait, c'est ça que j'admire dans le sens où toi, tu as pris ton sujet, le côté l'héraldique, et tu l'amènes en fait dans des domaines qui on n'aurait pas pensé de premier abord à le trouver en fait. Alors oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que le bouton de manchette, c'est j'allais dire entre guillemets, c'est un classique. En fait, il y a des savoirs, il y a des choses qu'on faisait faire au 19e siècle. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont des boutons de manchette en or gravés, voilà, qui ont transmis de plusieurs générations. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau, ça va être de le faire en relief, par exemple. Là, dans du laiton qu'on va passer ensuite qu'on va passer dans un bain d'or, effectivement, pour faire un plaquage d'or, par exemple. Alors ça peut se faire, sauf qu'en fait c'est tellement cher à faire qu'en fait on le fait pas à la main. Le problème d'un écu un peu compliqué qu'on va faire en relief pour faire des boutons de manchette, on va pas mettre, excuse-moi, mais on va pas mettre 4 000 € dans une paire de boutons de manchette. Ça peut se faire. Il y a des gens qui le font avec des pierreries, etc. Mais je veux dire, c'est pas forcément c'est pas du quotidien. Et quand on va les porter, on va être extrêmement vigilant, tendu, etc. Et donc, parce que en relief, alors là pour l'instant, ceux que je présente là, ils ont été faits en laiton, mais je suis en train de travailler pour les faire en argent. Pour les frais directement dans de l'argent, pour leur redonner un petit côté noble quand même. Et en fait, en argent, ça se fait, sauf que l'argent, c'est un métal qui est assez mou, qui est très difficile à travailler à la main, parce qu'en fait, le moins de petit coup d'échoppe, soudain, hop, on fait un trou. Donc, en creux, on arrive à le faire. En relief, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait un moule en acier, en creux. Et en fait, on vient estamper de la matière, donc de l'argent ou de l'or, avec une presse. Mais la création d'un moule en acier, c'est extrêmement cher. Parce que, voilà. L'estampage, en général, on ne fait pas juste 2 pièces. Quand on faisait des boutons, il y a une époque, il y a une grande mode de faire des boutons de livret, des boutons de chasse.
Aux armes voilà. Donc les gens, le personnel de la maison, il avait un costume avec des boutons, et les boutons c'était les armoiries des gens chez qui il travaillait. Ouais. Sauf qu'en fait, donc, quand on fait un moule de ça, donc on avait deux tailles, parce qu'il y avait les gros boutons et les petits boutons, et en fait si on fait pas 500 boutons, bah, c'est absolument pas, enfin ça coûte une fortune. Ouais. Et en fait ça coûte une fortune aussi de faire 500 boutons. Donc en fait là c'est des choses il y a une culture de ça, il y a des connaissances, mais on le fait plus parce qu'on n'a plus quasiment plus personne qui a autant de personnel à la maison, qui porte encore des vestes, etc. Oui. avec ces boutons-là. Donc en général, c'est souvent des choses qui sont de famille, donc on a encore des moules de boutons qui ont été faits, mais aujourd'hui, il y a personne qui va recréer ça. Donc on le fait pas. Mais si demain, je décide que tiens, j'ai un gilet qui est assez chouette, il me faut 4 boutons, bon, et ben, je vais prendre 4 morceaux de laiton, je vais fraiser mes boutons, on va souder la petite boucle sur l'arrière, on va les faire une forme jolie comme les boutons qu'on trouvait à la Belle Jardinière, enfin qu'on trouvait dans le grand magasin à Paris, et je vais mettre mes boutons à morier, et moi je peux le faire. En revanche, je vais le faire, voilà, je vais en faire et je vais en faire 4. Point. Je vais faire un moule. Parce que si je fais un moule, on revient sur les problèmes. Je peux le faire le moule. En fait, avec la machine, on peut faire le moule en acier. Mais il faut estamper. Et pareil, si on fait pas 200 modèles, donc en fait, on va aller faire. On a le côté moderne de se dire on va faire 4 pièces. Ce qui ne se faisait pas. Ce qui est financièrement beaucoup trop cher si on le fait dans les méthodes traditionnelles. Donc on va utiliser d'autres biais pour réussir à le faire, pour rejoindre effectivement ce qui se faisait auparavant. Donc en fait, ce sont des choses qui se font. Les boutons de manchette, les boutons les poignées de porte ou les boutons de meubles, c'est quelque chose qui s'est fait. Sauf que pareil, donc ils sont faits estampés. Donc en fait, si on estampe, bah, on va aller faire 200 boutons. 200 boutons de meubles, ça amuse en 2 minutes, mais voilà. Alors, sur les meubles, l'avantage, c'est que parfois, il peut y avoir facilement 8-10 boutons. Donc, mais il n'empêche que 8 à 10, 200, on commence à faire un sacré nombre de mobilier. Et puis, on n'a qu'un seul modèle. Là, donc l'idée, c'est de les faire à l'unité, et on les fait par 2, par 4, par 6. Et puis, pareil, grande taille, petite taille, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de restituer ce qui pouvait se faire auparavant par des artisans d'art, c'est pas qu'ils n'existent plus, c'est qu'en fait on n'a plus les clients à mettre en face. Et en fait de reprendre ces clients là et de leur ramener tu me parles de client, et c'est un point que je voulais aborder, parce que tu me disais juste avant qu'on échange que tu avais en termes d'activité, et on reviendra un peu sur le côté entreprise, j'aimerais bien aussi l'aborder, mais en termes d'activité quand même un fort pourcentage de clients qui viennent créer des blasons. Créer, donc avoir cette création, et non pas alors une partie qui est la perpétuation, recréation, enfin pas création, reproduction, des choses comme ça. Je vais laisser de côté ces personnes qui viennent plutôt faire de la reproduction, des choses comme ça, mais de la création. Comment, en fait, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai regardé un peu des interviews, parce que je me suis un peu documenté sur le domaine, il y a quand même l'héraldique a un langage très particulier, très codifié, d'après ce que j'ai compris. Et ça m'amène à deux questions. C'est comment on apprend ce langage qui est, alors j'ai une partie de la réponse, parce que tu m'as déjà répondu, mais comment on apprend ce langage, et surtout comment on fait dire, ou comment tu interprètes ce que vont te dire les clients pour leur dire voilà, et toi tu vas aller dessiner un blason, une armoirie qui a du sens pour eux. Alors en fait, tu annonces 2 questions, et en fait, si je prends le en dessous, il y a 1000 questions. Oui, donc on va les reprendre une par une. Donc si tu peux noter. Parce que alors en fait, il y a une idée qui est encore une idée reçue, que les armoiries, il y a le noblesse. Donc ça, normalement, enfin, voilà, sur mon site, j'explique un peu pourquoi. Globalement, pour faire assez rapide, en 1696, pardon, on est en guerre, c'est la Ligue d'Augsbourg, on n'est pas bien du tout, parce qu'on n'a pas assez de troupes, et qu'en fait, le trésor est vide. Donc il faut récupérer de l'argent. Donc pour récupérer de l'argent, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un impôt. Donc c'est toujours la même chose, c'est très impopulaire. Donc pour le rendre plus populaire, on fait un bel emballage. Bon.
les techniques fonctionnent toujours. Ça marche. Voilà. Et donc, en fait, officiellement, on dresse un armorial de France. Donc, Charles Dosier est chargé de ça. En fait, il achète la charge de juge d'armes de France. Donc, il achète sur ses fonds propres. Et donc, il donne de l'argent, accessoirement. Donc, on recrute du monde, on gagne la guerre. Donc finalement, c'était pas si mal. Mais donc, lui, pour se rembourser de la charge qu'il a achetée, et donc il est considéré comme donc c'est lui qui crée l'impôt en fait, et en fait il attribue des armoiries à toutes les personnes ayant pouvoir de sceller. Alors la noblesse se fait gentiment retaxer au passage. J'ai une petite anecdote là-dessus, on y reviendra plus tard. Mais après les corporations de métier, donc la corporation des éventaillistes s'est fait attribuer un blason. D'accord. Et il a fallu payer. La corporation a dû payer, voilà. Les congrégations religieuses, et en fait, finalement, les bourgeois, parce que à l'époque, signer, ça ne suffisait pas. Il fallait sceller. Donc, on a attribué des armoiries à toute personne qui avait, entre guillemets, un pouvoir de sceller, c'est-à-dire les gros propriétaires fermiers qui achètent des terres, qui font des actes, etc. Donc, on a attribué des armoiries. Certaines ont été utilisées un petit peu, certaines ont perduré, et d'autres ont été oubliées. Ça m'est arrivé de retrouver des armoiries oubliées. Alors c'est un peu plus compliqué parce que là, on va sur autre chose. Je ne vais pas ouvrir trop de fenêtres. Voilà. La petite parenthèse, c'est que la noblesse qui n'a pas voulu fournir les armoiries en disant on les a déjà, on va pas repayer pour ça, ils se sont vus attribuer un autre blason et qu'il a fallu payer. Donc il se retrouve avec deux armoiries différentes. Donc forcément, celui qui a été imposé par Dosier n'a jamais été utilisé. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. En fait, donc le 90% de cet armorial est bourgeois. D'accord. Voilà. Ça n'a jamais été réservé à la noblesse. Point. Donc en fait, on en crée aujourd'hui. Et 70% de mon temps se passe en création. Alors, qu'est-ce que c'est créer des armoiries ? C'est établir un fil rouge entre différentes personnes de la même famille. Aujourd'hui, le constat, il est que les gens sont un peu, parfois, partout disséminés sur la planète. Je parle en connaissance de cause. J'ai vécu longtemps loin. J'ai des enfants qui vivent là-bas aussi, en ce moment. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est parfois un petit peu éloigné, etc. Et donc, en fait, le fil rouge qu'on crée, il permet de relier un peu tous les gens, de rétablir, en fait, de recréer artificiellement des racines, effectivement, qui vont relier toutes les personnes de la famille. Et donc, en fait, l'idée au départ, c'est de commencer par une interview. Alors, je veux dire un truc bizarre, mais en fait, je commence par dire d'abord discrétion. C'est que ce qu'on va se dire, c'est entre vous et moi. Donc là, sur un podcast, évidemment, il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Bien sûr. Hein. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une discussion extrêmement ouverte pour que les gens puissent me dire tout ce qu'ils ont envie d'exprimer, de symboliser, de transmettre, etc. Bon, il n'y a pas de jugement, parce que qui serais-je pour... voilà. Enfin, donc, j'écoute. Là, je parle, et normalement, je m'étais, j'écoute. Et ils vont... l'idée, c'est d'avoir plutôt 3 pages d'acte graphié. Est-ce que 3 mots, je ne sais pas dans quel sens je vais aller. 3 pages, il y a des choses qui vont se recouper, qui vont être dites à plusieurs reprises dans des façons différentes. Donc, ça va commencer à dresser, pour moi, une espèce de colonne vertébrale. Et je vais faire 1 ou 2 propositions que je vais expliquer. Voilà, vous m'avez dit ça, vous m'avez dit ça, vous m'avez dit ça. Telle couleur a telle symbolique. Tel meuble, parce qu'en héraldique, les éléments qui sont sur les armoiries, ce sont des meubles. D'accord. Et en fait, tel meuble, s'il est en dessus ou en dessous de l'autre, etc. Donc en fait, il y a de la symbolique, on va l'exprimer sur des façons... moi, l'idée, c'est d'avoir un dessin le plus simple possible en apparence. Parce qu'un dessin simple est beaucoup plus efficace. Parce que d'abord, il se voit bien, il s'identifie, il se grave mieux. Parce que alors, les graveurs sont des bons... ils gravent avec des loupes qui grossissent 40 fois, donc même si c'est très compliqué, ils sauront le faire, mais c'est pas forcément beau, et on ne verra pas grand-chose. L'idée, c'est d'avoir un dessin qui soit simple en apparence. Ça veut être simple ne veut pas dire simpliste. Donc l'idée, c'est d'aller faire un dessin, 2 dessins. Alors, ça m'arrive de faire une création, de faire un dessin et que ce soit le dessin. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Mais souvent, la moyenne, c'est 5, 6, 7 dessins. Ah oui, quand même. Alors, en fait, c'est souvent une évolution du premier dessin ou du deuxième dessin qu'on va faire évoluer. Voilà. Et puis, en fait, à un moment donné, l'idée, c'est que les gens, devant le dessin, se disent « Ah, c'est ça !» Il faut quand même noter qu'au départ, ils n'avaient pas idée, une seule seconde pendant qu'on fait l'interview, je leur dis rien. Je ne sais pas ce que je vais dessiner. Je les écoute. À un moment donné, ça me permet de... Et donc, je travaille beaucoup au sensitif. Une fois que l'interview est finie, je tourne la feuille, puis je prends une feuille, et puis je marque des choses sur ce que ça m'a apporté. Puis l'idée, c'est d'oublier. Donc, je repars sur des dessins qui sont en cours, et donc je laisse maturer un peu, et 15 jours après, je reprends toute la feuille.
Et soudain, parfois, ça m'inspire. Donc ça m'inspire quelque chose. Je retourne la feuille, je regarde et puis si c'est la même chose, je dis quand même il y a un potentiel là sur ces éléments-là qui est fort. Ou parfois c'est pas la même chose. Donc je fais deux dessins différents. Et en fait c'est comme ça qu'on va échanger, puis à un moment donné l'idée c'est voilà, devant un dessin on se dit c'est celui-là, c'est ça, c'est vraiment nous, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est vraiment ce que je voulais exprimer. Voilà, il me parle. En gros il transpire des pores de ma peau. Enfin l'idée c'est vraiment de la et le vrai créateur en fait c'est pas moi. Le vrai créateur, c'est mon commanditaire, en fait. Moi, j'ai le bras qui dessine, j'ai le cerveau qui a la connaissance de de la langue héraldique, parce qu'en fait, pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, c'est une science, c'est une langue aussi. Oui. Donc, on parle de science héraldique et on parle de la langue du blason. Et en fait, la langue du blason, elle est effectivement un peu fleurie. Parfois, je vais te donner des descriptions, de dire à quoi... Et moi, quand on m'énonce le blason, je fais oui, je vois, ok, je vois. C'est sympa. Et je me dis, mais comment ça, c'est sympa? Mais je dis, c'est qu'une phrase, oui, mais en fait, ça se dessine sous mes yeux, en fait. Donc, en fait, ces choses-là s'apprennent, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. On va en reparler. Mais donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, que ce blason, soudain... en fait, il fait partie des gens, en fait. C'est eux qui le créent, en fait, au fur et à mesure, avec les choses que je vais apporter. Et donc, pour le rendre vivant, il faut que ce soit eux qui le créent. C'est pas un joli dessin qu'on achète dans une galerie d'art, en fait. Le côté galerie d'art, c'est la façon de le faire. C'est la façon de le peindre, de le réaliser en volume, etc. Mais là, on revient sur le métier d'artistique, entre guillemets. Mais au départ, on est bien sur un métier de En fait, alors c'est pas remboursé par la Sécu, mais il y a un côté. Moi, j'ai des gens qui m'ont livré des secrets, alors qu'ils l'ont dit ensuite à la télévision, je pourrais le redire, mais qui m'ont livré des secrets qui étaient assez lourds, qui étaient assez compliqués, qui me disent j'aimerais que ça apparaisse dans le dessin. Alors, l'idée, c'était pas de faire un 4x3, hein, c'était que ça soit assez fin. Et en fait, et pour le coup, je pense à une dame qui on avait créé ça. Et là, c'était un sujet, en fait, pour faire... elle en a parlé, on a fait une émission sur France 3 il y a quelques années, elle en a parlé, donc on peut... Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et en fait, elle s'appelle Françoise, et en fait, elle avait un frère aîné qui est mort-né, qui s'appelait François 2 ans avant elle. Donc 2 ans avant elle, voilà. Et en fait, elle m'a dit, je sens qu'il y a un lien holique entre lui et moi, il vit à travers moi, elle a un caractère assez costaud. Mais tout en... Alors, c'est une femme forte, et tout en me disant ça, elle me parle de ce frère, et soudain, je vois ses yeux qui s'humidifiaient, et le ton de la voix, le timbre de voix qui soudain est un petit peu différent. Et je vois qu'en fait, le travail n'est pas fait, en fait. Et elle me parle de ça, et donc je suis parti, je fais comme d'habitude, et puis je suis venu la voir, parce que l'avantage c'est qu'elle n'était pas très loin, elle était à 10 km d'ici. Et donc je mets le dessin, et là, elle a mis 1 minute 30 à regarder le dessin sans rien dire. Et c'est très très long, 1 minute 30. Donc je passe par toutes les phases, je change de métier, je me suis trompé complètement, enfin normal. Normal. Voilà. Et puis soudain, elle me dit, mais il y a tout dedans. Et en fait, j'avais fait, la famille c'était très, très important, et en fait j'avais fait un arbre qui était déraciné, pareil, les frères et sœurs sont tous éparpillés sur la planète. Et au départ, à la base de la racine, il y a quatre racines, et les 2 dernières se rejoignent dans une seule. Et en fait, l'idée, c'était de symboliser son frère et elle, et d'en faire une. Et en fait, quelqu'un qui aura un peu l'œil dira, tiens, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est pas tout à fait comme ça qu'on dessine les racines normalement, il doit y avoir une raison. En fait, le but, c'est que les gens s'interrogent. Quand on s'interroge de cette façon-là, c'est ce qu'on appelle une interrogation positive. Et à ce moment-là, soudain, on ouvre la positivité, on ouvre la discussion. Et à ce moment-là, et en fait, ceci a amené à des gens à voir le dessin et lui poser des questions, et ceci l'a amené à parler de ces choses-là. Et aujourd'hui, il y a un côté beaucoup plus serein, parce qu'aujourd'hui, elle en parle alors qu'elle n'en parlait pas. Et aujourd'hui, si on parle de ça va. Alors que quand je l'avais vu qu'on a parlé de ça, c'était pas là, on n'y était pas, quoi. Donc en fait, alors, de ce fait, non, je ne suis pas remboursé par la Sécurité sociale. Il y a un gros travail en fait de qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de symboliser, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce qui va m'émouvoir, qu'est-ce qui va m'animer, et voilà. Et donc en fait, mon métier, c'est d'essayer de capter tout ça, donc d'écouter, parce que contrairement à ce que je fais tout de suite, mais d'écouter et de dire
Et pareil, je veux dire, je prends 2 feuilles, 2 interviews. Si les gens ont des chiens ou ont des chats, je vais pas aller dans la même direction, même avec un profil assez similaire, parce que le rapport au chien, le rapport au chat est très différent selon les gens. Et ben, je vais pas aller vers la même chose. Donc en fait, l'idée, c'est que ça leur ressemble, en fait. Tu dois avoir une sensibilité, justement. Je fais souvent des parallèles avec le monde de l'entreprise parce que c'est souvent évocateur, mais en fait, quand tu as des gens en face de toi qui te racontent des choses comme ça, il faut avoir une sensibilité et savoir une capacité de traduction de ce qu'ils te disent avec leurs mots vers le langage qui est si particulier de l'héraldique. Alors, en fait, la symbolique, elle est assez universelle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il existe pas mal de livres, j'en ai un certain nombre, qui sont... quand on parle de symbolique, souvent, les symboliques de différentes cultures, parce qu'en fait, j'ai des clients de cultures extrêmement différentes. Okay. Ma clientèle est extrêmement hétéroclite. Et en fait, l'idée, c'est quand même d'approfondir sa connaissance sur qu'est-ce qui va symboliser quoi, particulièrement. Et comme j'ai une tête comme les autres, je retourne dans les livres parce que y a des choses, parfois on se dit, mince, ça, non, c'est pas ça, je cherche. Alors, et puis finalement, je trouve mon élément, même si je l'avais un peu dans un coin, mais voilà, et soudain, il me revient. Mais c'est effectivement, l'idée, c'est quand même d'aller capter l'essence des gens. Ouais. En fait, c'est pour ça que, d'où le premier mot, discrétion. Parce qu'en fait, c'est compliqué, parce qu'il faut aller... je rentre dans leur intimité, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je leur redessine leur visage, mais il faut qu'ils se reconnaissent. C'est-à-dire que quand on va chez le coiffeur, soudain, si vous faites une coiffure vraiment très différente, parfois on a du mal à se reconnaître, et les autres aussi, et ça ne va pas. Quand on va chez un opticien, la paire de lunettes, c'est très très compliqué aussi. Donc en fait, là, moi, je travaille sur le visage des gens, mais sur leur visage à la fois l'apparence directe et sur leur intérieur. Et en fait, c'est un métier qui est extrêmement complexe, qui est beaucoup plus complexe effectivement que le simple apparence de nobiliaire ou pseudo-nobiliaire de mettre un écu accroché dans un coin, dans un salon. Voilà. Ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, dans la création, on rentre vraiment dans l'intime, dans le degré vraiment très intime des gens. Et de ce fait, effectivement, quand je parle, je sais que je me répète, mais le côté confidentiel est essentiel. Le côté confidentiel, c'est la réussite d'un travail, en fait. Donc il y a des choses, évidemment, voilà, ça reste entre moi. D'une façon générale, ça reste entre moi. Ce que j'ai cité, c'est parce que cette dame l'a dit sur France 3, donc voilà, maintenant elle l'a dit devant des millions de spectateurs, donc on peut le dire, mais sinon d'une façon générale, ça reste entre moi. Et on partage. Et moi, c'est pour ça que j'ai des gens qui reviennent me voir après pour d'autres choses, parce que on a établi un lien qui est quand même particulier. J'ai des gens qui m'appellent, qui me disent vous vous souvenez, il y a 4 ans, vous m'aviez fait... Je dis oui, je me souviens bien. Et alors les gens, ça les surprend toujours, mais je me souviens parce qu'on a vraiment échangé. On a vraiment eu des discussions. Alors, quand les gens sont pas très loin, ils viennent à l'atelier, on discute, ou je vais les voir, on discute. Quand on est loin, aujourd'hui, on a des méthodes comme WhatsApp, par exemple, on fait des vidéoconférences pour des clients, pour que soudain, parce qu'il faut pouvoir vraiment échanger, en fait. C'est là où je pense qu'on voit la profondeur aussi des métiers d'art, et notamment du tien, qui est... je vais être très superficiel, mais qui n'est pas juste dessiné, en fait. Ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est... tu vois, le métier d'horreur, on dit tout le monde, oui, regarde, il pose la feuille d'or, là, soudain, ça brille. Oui. Mais en fait, ça, c'est 5% du métier. Tout le métier en amont, c'est d'aller restaurer, d'aller reconstruire, d'aller poncer, et qu'en fait la feuille d'or, en fait, si le support n'est pas vraiment complètement lisse, on va tout voir, c'est une horreur. Parce qu'une feuille d'or, ça ne pardonne rien. Il y a une brillance, et soudain il y a les petits traits, les petites rayures, on ne voit que ça. Ouais. Et en fait, la feuille d'or, elle se pose en dernier, et c'est la récompense d'horreur de tout le travail qu'il a fait en amont, etc. La peinture, quand je fais une peinture, c'est un peu ça. C'est les 5% de mon métier qui sont plaisants à faire, parce que ça me plaît, mais qui sont... mais en fait, il y a énormément de choses en amont, et qui sont d'une richesse et d'une profondeur qui sont assez... qui me plaisent bien. En fait, ce métier me plaît parce que
j'aime beaucoup, moi j'aime le rapport aux gens, j'aime voir les gens, j'aime discuter de technique, j'aime discuter des gens, de ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et en fait, ben, ça me correspond plus que d'aller vendre 30 camions avec un bel équipement, avec un beau logo fait à livrer, ils seront livrés avec les logos. Non mais j'ai ça, voilà. Donc à un moment donné, si j'ai changé de métier, effectivement, ça peut paraître surprenant pour certains, mais quand les gens me connaissent, c'est une évidence. Mais tu vois, c'est marrant parce que maintenant que tu parles de logo, ça me fait faire un parallèle que avant il y avait des blasons, maintenant il y a souvent tu connais ça, hein, dans le marketing, on parle de logo, et quand on veut faire un logo, quand on parle avec quelqu'un qui fait de la communication, il va demander les valeurs, des choses comme ça. Alors, je pense à un travail peut-être plus en surface, on n'est pas à ce que toi tu fais, mais on se retrouve quand même à chercher un symbole, tu vois, ça me fait penser à ça. On retrouve une symbolique, on souhaite être représenté par un symbole, alors en tant qu'entreprise, enfin, en tant que ce qu'on veut, mais c'est très marrant. Il y a 5-6 ans, non, plus 6-7 ans facile, j'ai bâti et j'ai fait des conférences sur le logo et héraldique. Okay. Puisqu'en fait, c'est à la fois, certains logos ressemblent à des blasons, et donc en fait, mais il n'y a rien de plus éloigné qu'un logo qu'un armoiries. Puisqu'en fait, sur le fond, c'est deux choses presque diamétralement opposées. D'accord. En fait, pour vendre un camembert, c'est forcément normand, hein, camembert. Même si le monde mayennais a écumé les grandes surfaces par le marketing. Mais si on veut vendre un camembert et qu'on veut qu'il soit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met les armoiries de Normandie dessus. On met les deux léopards et la couronne ducale. Parce qu'en fait, là, on vient positionner... Là, on prend un produit et on vient le mettre sur un segment de marché qu'on a décidé. On a décidé que le camembert, on allait le faire... il y en a un qui s'appelle le rustique. Le rustique, là on imagine la fille qui vient avec la louche, le camembert moulé à la louche, qu'est-ce que ça veut, enfin... Et en fait, donc, tout ça, c'est on est sur le marketing. Oui. On vient positionner un produit sur un segment de marché un marché qu'on veut attraper, qui est le marché plutôt terroir, ou un marché plutôt haut de gamme, etc. Donc on va utiliser des éléments visuels qui vont faire référence à des choses qui vont faire que les gens se disent « Ah, mais ça va, forcément, là on est sur le rustique. » Le rustique, bah, c'est terroir, donc il va avoir le bon goût. Voilà, donc même s'il a un goût un peu fort, c'est normal, c'est le terroir. Tu vois, on imagine que goût fort, terroir. Si on le met avec les armoiries de Normandie, etc., on va imaginer un peu plus fin, un peu plus, etc. Et on va imaginer un camembert à une gamme un peu différente. Et après, selon les couleurs qu'on va utiliser, les codes couleurs qu'on va utiliser sur l'étiquette, etc., et c'est exactement l'inverse de l'héraldique. L'héraldique, en fait, elle est là pour concentrer toutes les valeurs qu'on a voulu mettre et pour les approcher d'une façon sobre, élégante. Et en fait, l'idée, c'est quand je livre une peinture, je dis tiens, vous avez un couloir sombre, ouais. Il y a un coin sombre dans le couloir sombre, ouais. Bah, c'est là que vous allez l'accrocher. En fait, pas le mettre sur la cheminée, c'est dans un coin sombre, parce qu'en fait, je vis les gens qui vont passer, ils vont voir le blason, ils vont dire tiens, là, je suis passé. J'ai vu, mais qu'est-ce que... Et à ce moment-là, on est sur une interrogation positive. Si vous mettez sur la cheminée en grand, là, on va vous donner des intentions qui sont pas les bonnes, qui sont pas les vôtres. Oui. Les armoiries, on fait pas ça pour que ça claque. Et que, c'est pas que c'est raté, c'est que c'est des choses différentes. Et si on les impose à la vue des gens, on se positionne sur un marché. Là, on revient un peu sur le logo. Si on les met dans un coin, etc., discret, on n'est pas sur la même chose. Donc en fait, il y a une énorme différence entre le logo et les armoiries. Les armoiries passent les siècles, les logos changent à chaque changement de mairie. Oh, oui. Si on part sur ça. Oh oui. Typiquement. Ou d'entreprise, etc. En fait, j'en ai dessiné. Hein, j'en ai dessiné pour des entreprises. Mais c'est vrai que là on parle. Alors j'ai dessiné des armoiries qui ont fonction de logo. Donc on est sur un espèce de mix entre les deux. Mais effectivement, c'est un métier que j'ai appris aussi parce qu'on apprend des choses et qui sont essentielles en fait. C'est intéressant cette durabilité entre deux choses qui pourraient, tu vois, moi que j'ai associé très vite et que je me suis dit tiens, c'est intéressant, je vois ça un peu similaire, mais en fait comme tu me l'expliques très bien, c'est opposé et je trouve ça passionnant. Je voudrais en venir un peu sur une partie qui est moins connue,
qui est un peu le côté artisan d'art entreprise. Parce que derrière, en fait, en tant qu'artisan d'art, tu as dû très certainement fonder une société avec une structure juridique, avec tout ça. Toi, comment tu vois un peu ce côté? Est-ce que pour toi, c'est des choses qui s'opposent pas, c'est des choses naturelles? Parce que souvent, en fait, on n'assimile pas en fait, les deux. Parce qu'on ne les voit pas. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qui est joli. Et navré, mais un classeur de comptabilité, c'est pas ce qui est le plus joli. Donc en fait, on n'imagine pas. Moi, c'est vrai que j'avoue que cette partie on va dire, comptabilité, etc., m'agace au plus haut point. Parce que voilà, c'est pas. En fait, j'ai bêtement, je sais pas si c'est bêtement, mais moi, j'ai un père qui était à son compte et qui passait ses soirées à venir faire ses comptes, à faire tous ses papiers, etc., qu'on voyait peu. Quand on voyait, c'était pour aller... Bon, on a bricolé ensemble. Donc, mais il passait beaucoup de temps dans ces papiers. Et en fait, pour moi, papier, c'est synonyme de vol de... Pour moi, c'est un vol de temps. C'est un temps que je n'ai pas pu avoir avec mon père, notamment, et qui est une grosse frustration, en fait. Parce qu'il passait des heures et des heures. Et qu'en fait, puis il fallait pas le déranger à ce moment-là parce que, comment dire, là on sentait passer, parce que voilà, et je le comprends parce qu'effectivement, et puis d'un autre côté, effectivement, alors, d'un autre côté, et puis il y a donc cette partie qui est effectivement la partie, on va dire, qui est la chose à faire, et puis quand on va chez un artisan, ben, on va regarder son métier, mais en fait, quand on va chez... J'ai rencontré dans mes métiers d'avant, je vendais donc des véhicules et des parcs automobiles à des artisans. Alors, des artisans classiques et des artisans d'art. Okay. J'en avais aussi, hein. J'en ai eu. Et je me souviens d'un artisan c'est un artisan classique, hein, c'était un peintre à l'époque, et qui m'expliquait que en fait, lui, il embauchait assez sommairement des peintres qui n'étaient pas forcément très bons, et il me demandait de lui fournir 3 véhicules d'intervention. Je fais, attendez, intervention, vous êtes peintre, véhicule d'intervention. Il me dit, oui, j'ai un truc, j'ai 3 bons peintres qui sont très bons. Eux, ils sont soignés aux petits oignons. Et dans leur petit camion, un petit véhicule, il y a, donc il faut leur faire des... alors là, c'était intéressant parce qu'il fallait faire des compartiments dans le camion où vous pouvez ranger des pots, des crayons, des pinceaux, des tas de choses, etc. Donc créer tout on va dire je suis en train de chercher mon mot, ça va me revenir, toute une logistique, en fait, il faut qu'il y ait toute une logistique, donc il fallait créer des emplacements pour pouvoir mettre tout ce qu'il avait à prendre. Okay. Et ces gars-là intervenaient, donc le client pas content a appelé en disant oui, votre peintre, machin, ça marche pas, donc le patron dit j'arrive. Alors quand c'est le gros patron qui arrive avec son grand Range Rover qui se gare comme ça et qui vient vous voir, en général ça impressionne. Et en fait ce qu'il faisait, c'est qu'entre-temps, il appelait un de ses gars, il dit tu me suis, et quand je te sonne, tu viens. Et en fait, il regardait, effectivement, oui, je suis pas content du tout, effectivement, voilà. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait intervenir son petit gars, et les gens étaient contents. Il créait la satisfaction client. Alors qu'au départ, ils étaient vraiment, franchement, mécontents. Et en fait, en faisant comme ça, donc lui, il savait pas tenir un pinceau. En revanche, alors, j'aime pas cette façon de procéder. Je trouve ça... j'aime pas du tout. Mais en fait, on constate, et c'est une entreprise qui est florissante et qui fonctionne encore et qui marche très bien. Et en fait, c'est là que la problématique, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les artisans, je parle plus d'artisans de façon générale, artisan d'art, il y a une autre donnée qui fait qu'il y a une pérennité qui est différente. Mais un bon artisan, c'est pas quelqu'un qui est bon dans son métier, c'est quelqu'un qui est bon dans la gestion de son métier. S'il n'est pas très bon, quand on regarde sa façon, c'est pas, mais que de vie au cordeau, le timing au cordeau, en temps, en heure, etc. Eh ben, le petit moins de la façon, il passe. En tant qu'artisan d'art, c'est pas possible. C'est okay. Après la différence effectivement qui va exister, mais n'empêche que l'artisan et on voit des gens qui sont bons dans leur métier, mais qui savent pas faire un devis, qui savent pas, parce que on voit des plombiers au chômage. Un plombier au chômage, ça ne devrait pas pouvoir exister. On en manque. Non mais on a des gens qui arrivent au chômage parce que soudain ils ont planté leur boîte parce qu'ils ont oublié de facturer ça, quand ils ont acheté ça, c'était pas la bonne référence, et ils ont pas renvoyé parce que ils sont débordés, et puis qu'ils se retrouvent avec des stocks de tas de choses qui sont pas utilisables, et en fait soudain ils coulent la boîte comme ça. Donc en fait un artisan qui est dur, c'est un artisan qui sait bien gérer son métier. C'est pas forcément. Alors quand on a les deux, qui sait bien faire son métier et qui sait bien gérer son métier, là on est tranquille.
Mais l'artisan d'art, il y a une notion effectivement artistique, alors qui est surtout de travailler sur des sujets particuliers, qui fait que en fait, on voit pas le côté comptable, on voit pas le côté gestion, on voit pas le côté toutes ces choses-là, mais elles sont là aussi. Oui, parce que moi je trouve que c'est ça souvent aussi qu'on oublie, c'est que l'artisan d'art, il ne vit pas d'eau et d'air fraîche. Donc il y a aussi une structure derrière, il y a aussi gagner sa vie, il y a aussi... Et c'est souvent ça, c'est là où moi ça m'intéresse, c'est aussi comment quelqu'un qui est très bon dans son métier, alors on pourrait parler d'artisan, mais effectivement d'artisan d'art également, en plus, je veux dire, le petit plus qui fait que, comme tu le disais, il travaille sur des sujets spécifiques d'artisan, quand on parle d'artisan d'art, qui font qu'en plus, c'est souvent des capacités... Alors, je vais peut-être généraliser un peu, mais c'est des métiers qui ne sont pas très en vogue ni très représentés. Et c'est des gens qui doivent... en fait, faire tourner une boîte, en fait, à un moment. Alors, souvent, quand même, il faut quand même se le dire, c'est que l'artisan d'art, c'est pas celui qui vit le mieux. Celui qui vit le mieux, c'est l'artisan. Ok. Même si, effectivement, l'artisan, il a mis sa maison en caution pour pouvoir acheter la machine, etc. Oui. Que je n'envisage pas... Je n'envie pas les artisans et que je trouve ils sont pas assez valorisés d'une façon générale, parce qu'effectivement, je trouve que eux, quand ils ont des employés, les employés sont payés. Que eux, s'ils mangent pas, ou s'ils sont patate à l'eau tous les jours, mais les employés sont payés et puis point. Donc ça faut pas l'oublier, cette partie-là. Mais il y a moyen quand même de gagner sa vie correctement. L'artisan d'art, la problématique, c'est que je vais livrer quelque chose, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais le reprendre. S'il faut le reprendre à zéro, on reprend à zéro. L'artisan va dire ah oui, mais ça on n'avait pas ça, il y a un supplément. Moi, si je dis à un client que non, on va faire un supplément parce qu'il y a ça, le client il me dit mais attendez, mais vous qu'est-ce qui vous arrive, ça marche non. Oui. Et le problème, c'est qu'effectivement il y a pas forcément la considération est compliquée en fait. Le fait de changer de vie n'est pas possible en fait, on n'arrive pas à le faire. C'est extrêmement compliqué. Pour autant, si quand je vais faire une paire de boutons de manchette, j'ai un souci, je vais les refaire intégralement. Donc des coûts de matière en plus, donc du temps en plus. J'ai cassé 2 fraises, deux fraises en plus. Donc en fait, globalement, il y a un moment donné, tout ça, mais ça ne... Il n'y a qu'une seule chose qui peut exister, c'est que le client soit content et soit ravi. Et c'est tout. Donc en fait, c'est vrai que la problématique, c'est le temps. Et en fait, pour quelque chose de beau, en fait, souvent, il y a vraiment du temps. Et quand on veut quelque chose de beau, en fait, c'est vrai que si on veut vraiment gagner de l'argent, il ne faut pas faire un métier d'artisan d'art. Parce que c'est pas le métier où on va gagner de l'argent, c'est un métier où on va... Alors, on ne se nourrit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, il y a quand même des impératifs. Bien sûr. Globalement hier, j'étais à l'atelier, hier dimanche, j'étais à l'atelier et j'ai des clients qui sont passés. Voilà. Moi, j'arrive dimanche, j'évite. Bon, là, c'est quelqu'un que je connais bien, donc il est passé à l'atelier, etc. Et le dimanche après-midi, je suis souvent à l'atelier. Alors, en revanche, le téléphone est coupé, vous pouvez toujours m'appeler, je ne répondrai pas. Oui. Parce que là, à un moment donné, si j'y suis, c'est parce qu'en fait, je veux avancer et que je veux... Voilà. Mais le samedi, j'y suis. Donc le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, le vendredi, le samedi. Puis le dimanche matin, souvent, je vais aller faire un peu de brocante, etc. Parce que ça me plaît. Mais c'est vrai que globalement, pareil, le mot vacances, on dit, alors les vacances, tu pars où? Comment ça? C'est un mot qu'on oublie, en fait. Pour autant, voilà. En revanche, là, je suis à 11 minutes de la plage. Typiquement, il fait quand même très chaud. À 19h, je vais m'arrêter. J'ai ce qu'il faut dans le coffre de la voiture et je vais aller piquer une tête. Voilà. Ou alors je vais le faire. L'autre jour, c'était le matin, je suis parti à 8h matin, je vais aller piquer une tête. Voilà, et puis soudain, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir fait 2 journées en une journée. Je suis allé un peu à la plage, je nageais, et puis après je suis revenu, puis je suis venu travailler. Mais je travaille, et d'un autre côté, c'est toujours le problème, c'est que c'est un métier passion. Oui. On en revient toujours à ça. On en revient, en fait, c'est à la fois une aide et à la fois une problématique. J'avais pas ces problèmes quand j'étais effectivement salarié. Les problèmes, quand je quittais mon bureau, alors je quittais tard parce que voilà, c'est comme tout, ça prend toujours du temps. Mais quand je partais, je laissais mes problèmes du bureau, je les laissais au bureau. Là, quand je pars de l'atelier, qui est séparé de la maison, voilà. N'empêche que j'emmène. Alors, c'est mieux quand même pour un artisan de pouvoir travailler
d'avoir un atelier séparé de la maison, c'est mieux, parce que sinon, en fait, j'ai eu un atelier à la maison pendant longtemps, on est tout le temps au travail. Ouais. Y compris quand on cuisine. Si on est en train de cuisiner, soudain, il y a ça, je reviens. Mais en fait, voilà, c'est trop cul. Toujours embarqué dans c'est le trop truc. cul. Parce que voilà, donc on s'embarque dans plein de choses. Donc en fait, c'est bien de pouvoir séparer les choses. Mais malgré tout, on reste quand même. Voilà. Si. Je vais arriver sur mes dernières questions, qui sont notamment une dernière qui est si demain tu devais donner un conseil à tout. Alors je vais élargir et rétrécir. Élargir en disant à tout entrepreneur, tout chef d'entreprise, toute personne du domaine professionnel, mais plus spécifiquement à tout artisan d'art, que toi tu as de ton expérience, que ça soit ton ancienne vie dans le commerce ou aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil à qui te viendrait à l'esprit? Surtout ne pas rester seul. Ok. En fait, j'ai eu un atelier dans une structure qui était une structure artistique, donc c'était une résidence d'artistes. Ça me fait du bien, même si effectivement, alors j'étais un petit peu, pas naïf, parce que pour moi, j'ai quand même fait des échanges comme ça avec un certain nombre d'artistes sur place. En fait, je crois en des valeurs de partage. C'est-à-dire que je travaillais, donc il y avait d'autres ateliers à côté, etc. Et notamment un jour où je faisais une peinture pour une grande peinture d'un grand format sur bois. Et je sais pas pourquoi, là, soudain, mon bleu en peinture à l'huile, vraiment compliqué, j'ai du mal, je vais voir ma voisine, qui elle est peintre, qui faisait des grandes toiles. J'écoute, j'ai un souci, je regarde le bleu, machin, elle me dit, attends, fais voir ce que tu as comme peinture, etc. C'est quand même des peintures qui valent un peu d'argent et qui sont des très bonnes peintures. Et elle me dit, et en fait, elle m'a dit, écoute, ton bleu, laisse-moi ta peinture. C'était des aplats que j'avais à faire. Elle me dit, tu me le laisses, je te fais ça. Parce que, on faisait ça gracieusement entre nous, hein. Mais elle s'était dans des moulages, et alors moi, des moulages, j'en ai fait un certain nombre, parce que d'abord, quand on était petit, on faisait des bateaux, des coques de bateaux avec mon père, voilà. Et puis, voilà, ça a toujours été un peu, et donc j'en fais dans différents matériaux, et elle devait faire des moulages pour faire des sorties en papier mâché, etc. Et en fait, elle faisait des pièces où il fallait faire plusieurs contre-moules pour pouvoir... Donc, et elle n'y arrivait pas. Et elle ne comprenait pas le truc. Et je lui dis, attends, laisse, on va le faire ensemble si tu veux. Je te montre. Et je prenais du temps avec elle pour le faire. Et en fait, on a fait des échanges. Et ces échanges, c'était pour moi une richesse, mais énorme. La raison pour laquelle on pouvait effectivement échanger les uns les autres, c'était toutes ces compétences, ces données techniques qui sont les nôtres. Alors qu'on n'a pas les mêmes visions artistiques de plein de choses, mais ça pour moi, on s'en fiche. Alors finalement, globalement, on s'en fiche pas, parce que globalement, il y a des gens qui me regardent, il fait des blasons. Ah oui, bon, bref, c'est pas très grave. Quand les gens sont pas ouverts, qui restent là où ils sont, ça me dérange pas. En revanche, j'ai rencontré des gens vraiment chouettes, et on a eu des échanges extrêmement forts. Et en fait, le conseil, c'est surtout jamais rester tout seul, parce que d'abord, la générosité chez les artisans d'art, elle est là. Parce qu'on est généreux avec ce qu'on fait, dans ce qu'on fait. Et quand on a quelqu'un qui vient, qui a envie d'apprendre, on voit les petites lueurs qu'il y a dans les yeux, et on se dit, mais on y va. Donc en fait, moi j'ai eu une stagiaire à l'atelier, d'ailleurs c'est le moment où j'ai vraiment commencé à discuter avec Yolène, tu vois, qui venait, elle était en école d'art, elle était en école de bijouterie. Okay. Et elle va elle faisait différents stages, et elle me demande à venir dans mon atelier. Et je lui dis, mais pourquoi moi? Parce que bijouterie, alors je me suis dit, tiens, les blasons, c'est pas que ça l'intéressait pas, mais c'était pas ça. Et je lui dis, mais je lui dis, pardonnez-moi, mais on va être franc, pourquoi vous me demandez à moi, en gros, de venir passer, c'était un mois quand même, dans l'atelier, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle me dit, ce qu'on va faire, je ne sais pas pour l'instant. Et je lui dis, mais pourquoi moi? Et elle me dit, parce qu'en fait, on en revient à une toute première question, une toute première phrase, c'est, ce que j'aime beaucoup, de ce que je décèle dans ce que vous faites, c'est ce mélange entre des techniques traditionnelles ancestrales et cette extrême modernité. Et donc, en fait, ça... Je sais que je vais me nourrir de quelque chose, je ne sais pas ce que je vais en faire derrière, mais je sais que ça va me nourrir, et j'ai vraiment envie de
Bon, je lui dis, bon, ok. Donc, elle est venue passer un mois. Et en fait, en arrivant, alors à l'époque, je faisais du décor dans un château pas très loin. Et donc, je l'emmène au château. Je lui dis, écoute, ça a un petit peu changé entre le moment où on a dit oui pour le stage. Et là, voilà, déjà juste 2 jours à passer sur le château. Bon, voilà. Et je lui dis, il faut quand même réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'on a un mois et en fait, on n'a qu'un mois en fait. Et qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble? Et en fait, elle me dit, on va faire un éventail. Je dis, bon, je dis d'accord. Mes aïeux sont maîtres éventaillistes sur plusieurs générations. Okay. Donc voilà, l'éventail, chez moi, ça résonne de façon très particulière. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, je sais pas, mais rien qui... dans mon atelier, j'ai pas d'éventail dans l'atelier, j'en ai à la maison, mais j'en ai pas à l'atelier. Bon, pourquoi, etc. Et donc, en fait, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle Yolène, avec qui j'avais des échanges de mails, voilà, courtois, sympathiques, mais voilà, comme ça. Je me présente, parce que je me dis, mais en fait, il y a plein d'écueils, il y a plein de choses que je ne connais pas. Je connais de façon générale certaines choses de l'éventail, mais je ne connais pas la technique, je ne connais pas le métier d'éventailliste et surtout de créateur d'éventail. Et en fait, je l'appelle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter vraiment sérieusement avec Yolène. Parce qu'en fait, typiquement, voilà, l'expression, c'est je ne sais pas, donc qu'est-ce que je fais? J'ai des choses, donc je me doute un petit peu, mais je vais me tourner dans quelqu'un dans ce métier. Et on a échangé, et accessoirement, quand elle a besoin d'un coup de main sur d'autres choses, voilà, on échange. Et en fait, c'est ça. La transversalité, c'est ça. Donc le conseil, quand je dis ne restez pas seul, c'est même si vous travaillez seul dans votre atelier, surtout restez ouvert avec tous les ateliers. Allez sur des salons de métiers d'art, allez rencontrer des gens, et puis à un moment donné, il faut aller exposer. Hein. Et c'est surtout ne pas rester seul. Super. Moi, j'aime beaucoup le conseil, merci pour ça. Parce que ça résonne beaucoup dans beaucoup de métiers où on se lance seul, que ce soit métier d'art ou autre chose. Hein. Et on a et c'est pas la première fois que je dis sur ce podcast, on a tendance à s'enfermer, à penser qu'on est seul dans son activité, à se lancer, alors qu'en parlant, quel que soit le stade de l'entreprise ou du parcours où on est, qu'on soit au début, au milieu ou en pleine évolution, ce que tu dis très bien, c'est d'aller échanger, de parler, de rencontrer du monde, parce que en fait, c'est d'une richesse et ça ouvre. Moi, j'aime bien dire, ça ouvre les chakras de manière phénoménale. Ça ouvre. Le simple mot ouvre, parce qu'en fait, un métier, alors tu le disais tout à l'heure, moi tu me disais, j'ai une vision de métier d'art où c'est quelque chose, on apprend des préceptes, machin, etc. Puis on le fait d'une certaine façon, etc. Ça, c'est vrai. Et puis d'un autre côté, chacun amène des choses de nos vies d'avant, on amène des choses. Alors, soit sur de la gestion, mais ça peut être bien, sur du commerce, sur du marketing, sur plein de choses, mais on amène aussi d'autres compétences. Et justement, et c'est là que c'est bien, c'est qu'en fait les métiers, parce qu'on le définit nous-mêmes, moi le métier c'est moi qui me le définis, la façon dont je veux le faire. Et tout ce que je vais apprendre va me permettre d'amener d'autres choses. Et donc en fait, j'avais monté une association d'artisans d'art il y a quelques années, et l'idée c'était d'avoir un stand où on faisait 2 tiers, on restituait un atelier, on travaillait sur l'atelier, on travaillait devant les gens, et puis un tiers où on montrait des choses finies. Okay. Sans une étiquette de prix, sans rien. Alors, au début, j'ai eu 2-3 artisans qui m'ont dit qu'on a prospecté pour arriver à monter 32 artisans d'art dans un très bel endroit. Oui. Et bon, donc j'ai passé des heures à aller sélectionner les gens. Et je leur ai expliqué. Et je m'en souviens d'un qui me dit « Ah non, moi je travaille pas devant les gens. » Je lui dis « Mais pourquoi ?»« Non, comme ça après, sinon ils vont faire la même. » Et là, je lui dis « Écoute, je vais être un peu violent. C'est soit ce que tu fais, c'est une arnaque totale. Parce que ça veut dire que le kidam qui passe en 2 minutes va attraper tout ce que tu sais faire depuis 20 ans. Donc, c'est de l'arnaque. Je dis, alors là, je vois que soudain, il devient un peu rouge. Et je lui dis, ou alors, tu as affaire à un génie. Parce que si en 2 minutes, il réussit à attraper 20 ans de pratique, mais alors là, je lui dis, qu'il te voit ou qu'il aille voir un tuto sur Internet, de toute façon, on est plié, il va passer dans tout le monde. Donc, en fait, on peut montrer ce qu'on fait. Et au contraire, et alors ce salon, on monte ce salon, un endroit qui est extrêmement bruyant normalement, c'était un cloître, et normalement et en fait, il régnait un silence dans ce... Il y avait un petit brouhaha, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, on a vu 4000 visiteurs sur le premier week-end du World, je dis première expérience, très bien.
Parce qu'en fait, on était là. Moi, j'étais avec ma loupe et je travaillais vers des. Je dessinais, j'étais sur un dragon, je faisais écaille par écaille, parce qu'on peut pas les faire deux par deux. Un crayon ne marche que sur un. Donc, et j'étais avec ma loupe. Et en fait, à un moment donné, je relève la tête et il y avait 10 personnes qui étaient là. Non, 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 vous dérange pas, etc. Et en fait, les gens parlaient doucement et ils sont venus nous voir. Et je n'ai jamais autant vendu sur un salon. Alors qu'il n'y avait rien indiqué, il n'y avait aucun prix. Genre, ça, c'est. J'ai des petites cartes, etc. Je vous en prendrai bien une, c'est combien? Et hop, vous mettez discrètement une pièce sur le comptoir, sur mon atelier. Et hop, il est reparti tranquillement comme ça. Et j'ai jamais autant vendu, alors qu'on a dit c'est pas pour vendre. Et en fait, on a fait. Et en fait, tu te rends compte que quand on montre aux gens, bah d'abord, on crée un lien qui est très différent. Et en fait, on peut montrer les choses aux gens. On peut. Donc, il faut ouvrir, il faut aller voir. Et donc, en fait, il faut montrer nos métiers. Parce que d'abord, ça sème des graines. Moi, j'avais des enfants qui passaient, et soudain, on voyait les billons des enfants, alors avec la loupe, etc. Et puis ils se disent, mais je pourrais jamais faire comme ça. Tu sais, les bonshommes, avant, je dessinais, je faisais un rond, deux traits comme ça, et j'ai dessiné comme ça, les bonshommes. Puis après, j'ai continué, et je continuais à apprendre. Mais je dis, si tu dessines comme ça, ouais, bah, continue, apprends, et tu vas voir, un jour, tu pourrais. Les gens disent, ah ouais, mais bon, il y a beaucoup de talent. Je dis, le talent, ça sert à rien. Le talent, c'est pas vrai. Le talent, c'est la petite différence qui va vous passer, qui va vous faire un petit changement de statut. Et je dis, c'est le travail. C'est reprendre, et remettre encore, et recommencer. Je dis, ça, c'est la vraie valeur. C'est le travail, en fait. Je peux complètement témoigner de ce que tu dis, tu vois, de découvrir, parce que tu es le 3e artisan d'art que je rencontre et que je viens dans son atelier. Oui. Alors j'en ai vu une autre personne qui faisait de l'enluminure dans un espace où elle ouvrait justement à la visite. Oui. Et en fait, bah, y a en venant, et alors j'ai le statut de privilégié parce que tu m'as fait une visite à ton atelier, tu m'as expliqué les techniques, on a pris du temps. Mais la profondeur d'apprentissage, de connaissances que je constate et surtout que je puisse voir, apprendre des choses et ça, est juste folle. Et en fait, depuis je te dis, les 3 artisans d'art que je vois, en fait, c'est un métier qui m'intéresse et que je cherche à explorer de plus en plus. Alors, faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, moi, je m'envisage pas dans ces métiers-là, mais si à travers moi ce que je fais, les podcasts, les échanges qu'on a, ça peut donner envie, ce serait top. Mais moi je le fais à l'audio, effectivement. Ouais. Mais je peux que constater et que te rejoindre sur l'aspect, quand on voit la réalité de ce qu'il y a derrière, c'est juste magnifique, quoi. Alors en fait, il y a une culture qu'on apprend, qui met beaucoup de temps à s'apprendre. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai refait des modules de droit, donc d'un doc de droit, quand j'étais à Nouméa, en chambre de commerce, sur le droit familial, sur les us et coutumes. Parce qu'en fait, en héraldique, le droit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de notions. Oui, d'accord. Et donc, en fait, j'ai réapproché ces éléments-là. Alors, j'ai pas fait tout le module de droit, parce que le reste m'intéressait pas, m'intéressait pas. Donc, je les ai pas fait. C'est des modules que vous pouvez faire à l'envie. Donc, j'ai fait les modules qui m'intéressaient, mais je me suis formé à ça. Donc, en fait, alors c'est accessoire, tu vas me dire, c'est des petites choses. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un certain nombre d'années, en fait, à un moment donné, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. À un moment donné, là, ça prend sens. Comme on dit, ça fait sens. Tu vois, on sait que c'est une expression qui est... Mais ça fait sens parce qu'en fait, tu as vraiment tout... espèce c'est comme un Lego, c'est comme un puzzle, un espèce de puzzle géant, il y a des éléments, puis parfois on fait une formation sur quelque chose, on se forme sur un truc, on ne sait pas à quoi ça va servir. Mais ça nous apporte toujours un truc, on ne sait pas encore quoi. Puis à un moment donné, on se rend compte que d'abord, on ne décide pas tout de même, on est un peu aidé quand même, je pense, et qu'en fait, à un moment donné, le puzzle, les choses s'imbriquent, et on se dit, ça devient tellement logique. C'est tellement logique. Les gens qui me connaissaient avant, tu vois, ça fonctionnait. Mais là, quand ils me voient, le monsieur qui est venu hier avec son épouse et ses enfants, voilà, je l'avais pas vu depuis 35 ans. Et quand il me connaissait, je dessinais déjà. Mais quand il regarde, il me fait, mais c'est tellement toi. Mais là, j'ai eu 35 ans plus tard. Et avec beaucoup de travail, je suis un peu bourreau de travail. Et il me dit, mais c'est tellement logique. C'est tellement, mais en fait, c'est... Voilà. Et en fait, c'est ça, en fait, l'idée. Donc, apprendre, c'est d'abord avoir imaginé passer 24 heures sur 24, enfin 12 heures sur 12 à aller manger, à aller absorber, à aller digérer des choses. Ce qui est très important.
Et de se nourrir de plein de choses. Et toutes nos vies d'avant apportent des choses. Voilà. Dernière question, c'est si demain on veut te contacter, comment on fait? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, il y a Internet, parce que ça fonctionne. Il y a mon site, hein, www.heraldiste.org ou .com. Ok. C'est Heraldiste, c'est le métier. Hein. Après, il y a Instagram, Blason Ouais. Armoirie, on me retrouve. Voilà. Et puis, il y a Facebook, parce que Facebook fonctionne bien. Bien Hein, sûr. vous avez dans le ville, hop, on me trouve. C'est assez facile. Super. Donc, en fait, c'est comme on n'est pas très nombreux à faire ce métier, Oui. c'est assez, on retrouve assez facilement. Et puis, voilà. Après, voilà, je suis toujours ouvert à regarder, discuter ou échanger. Puis il y a des choses qui se font, des choses qui parfois qui ne se font pas. C'est pas forcément. Mais globalement, effectivement, l'idée c'est d'échanger et contrairement à ce que j'ai fait, donc moi c'est d'écouter là. Super. Voilà. Et ben merci beaucoup Xavier pour ce Et je t'en moment. prie. Merci Et à puis, toi d'être venu jusqu'à moi. Avec grand plaisir. Et puis bah si vous souhaitez échanger avec Xavier, je vous y invite. Avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Hop hop hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Ce que je trouve intéressant dans notre discussion avec Xavier, c'est, comme je l'ai pu le faire avec d'autres artisans d'art, c'est vraiment cette approche plus artisanale, manuelle, je dirais, plus organique de métier par rapport à d'autres personnes avec qui je peux échanger. Ça me donne vraiment moi une autre vision du métier, de la passion du métier, de la réflexion autour du métier, de savoir comment on fait quelque chose. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est d'autres manières d'approcher. Alors d'autant plus, Xavier ici a un passé avec des métiers plus traditionnels, mais on est venu à se passionner pour certains, un cet artisanat qui est l'héraldisme, qui est magnifique et qui, comme il le montre, est en fait beaucoup plus moderne qu'on aurait pu le croire. Et c'est vraiment cette touche, cet apport moderne que je trouve très intéressant. Et on a là vraiment une rencontre entre une réflexion autour d'un travail traditionnel et une certaine modernité, c'est pas une certaine parce que c'est vraiment très moderne. J'ai pu visiter son atelier, il présente des technologies qu'on ne voit pas tous les jours. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et ce que je retiens, du coup, c'est cette alliance de modernisme et de traditionnel qui se mélange, tout ça au service d'un art, d'un artisanat très spécifique. D'autant plus avec l'approche de Xavier, qui a, et vous l'aurez remarqué, une approche de la décision assez particulière, assez réfléchie, que n'ont pas tous les artisans. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de cet épisode. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.